J'ai acheté un micro, donc si vous voulez de la l'ASMR, là, Oh, c'est beaucoup de poils ce matin. vous avez juste à le demander. Bonjour! J'ai lu The Shadow of the Gods par John Gwynne, un roman de fantasy épique, encore une fois. Donc, un peu de contexte. Le livre prend place dans un univers aux inspirations assez scandinaves, assez nordiques. Dans cet univers... Je suis tanné de dire le mot univers, là. Ah! Sur ce continent, il y a eu une bataille entre les dieux qu'on appelle le Goodfalla. Honnêtement, bon, là, la prononciation dans cette vidéo, ça va être assez horrible, mais je m'en excuse. Voilà. Durant ce jour, les dieux de ce monde, qui sont en fait des genres de gros animaux, ils se sont mis ensemble pour affronter le dieu serpent, disons, qui est comme le dieu des dieux. Ça l'a fait un genre de Ragnarok, un genre d'apocalypse, parce que le serpent est mort. Et cet apocalypse-là a comme détruit le monde et l'a reconstruit d'une nouvelle manière, disons. Je t'allais de dire le mot disons. Ah! À la suite de cette bataille, un genre de trou s'est ouvert dans la terre qui a permis aux monstres qui habitaient sous la terre de sortir et d'envahir le continent. À l'époque du livre, il existe encore des reliques de cette bataille-là. Donc, il y a les monstres qui se promènent sur le continent. Mais il existe aussi des bouts d'os des dieux qui sont très utiles dans l'univers parce qu'ils permettent de repousser les monstres. Il existe aussi d'autres vestiges de cette bataille-là. Certaines personnes sont teintées par les dieux, c'est comme un peu les descendants de ces dieux-là. Et donc ces personnes-là peuvent avoir des caractéristiques physiques supérieures qui représentent leur dieu. Donc, les gens qui sont, par exemple, teintés par le dieu ours peuvent devenir très larges, très forts. Les gens qui sont teintés par le dieu loup deviennent très rapides. On comprend le concept, c'est un peu le système de magie, en fait, là. Il y a certaines personnes qui sont teintées par les anciens dieux qui sont morts lors de la bataille des dieux. Il existe aussi une autre facette du système de magie dans l'univers. Il y a une partie de magie, disons, d'incantation et de runes. Certaines personnes, donc bon, pardonnez-moi pour la prononciation, les Guldarman pour les hommes, qui veut dire un peu homme magie ou quelque chose du genre, et les Cider Witch pour les femmes, eux sont capables de ils comprennent la magie de runes, donc ils peuvent graver des runes et puis avec des incantations faire certains effets. Ils pourraient faire apparaître du feu. C'est pas clair pour moi les limites de cette magie d'incantation et de runes-là. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable d'y accéder. De ce que j'en comprends, les femmes, cette compréhension-là de la magie leur vient naturellement. Elles sont comme teintées. Donc, elles sont mises en esclavage. Dans ce monde-là, les gens qui sont teintés par les anciens dieux sont souvent mis en esclavage parce que, bon, cette bataille-là a quand même détruit le monde et les gens ne veulent pas que le monde soit détruit à nouveau. Donc, les femmes ainsi que tous les gens teintés des dieux de loups et de ours s'ils sont trouvés, sont mis en esclavage et vendus. Et les hommes qui peuvent accéder à la partie incantative de la magie, eux, de ce que j'en comprends, c'est plus académique. Ils doivent comme apprendre cette magie-là. Donc, si on peut faire une comparaison avec Donjon Dragon, les femmes c'est un peu comme les sorcerers, tandis que les hommes c'est un peu comme des wizards. Voilà. Dans le livre, on suit trois personnages différents, donc Varg, Orca et Elvar. Donc Varg c'est un homme et Orca et Elvar deux femmes. Si je fais une appréciation générale de chacun des points de vue, je dirais que Varg c'est mon préféré parce que du début à la fin c'est très fort, c'est on est engagé dans l'histoire, c'est excitant. Varg c'est mon préféré. Orca, je trouve que ça commence bien. Et là, vers le milieu du livre, mon intérêt pour cette partie de l'histoire-là descendait un peu parce que c'est un petit peu répétitif, mais à la toute fin, ça recommence à être intéressant. Donc ça fait un peu...
Et Elvar, j'ai eu de la difficulté à accrocher au début, mais la fin finit très fort. Je crois que ultimement, cette fin-là, c'est celle que je préfère. C'est la plus intéressante. Le début est un peu plus lent, moins organique. Là, je vais vous partager mon appréciation générale du livre. Un point positif du livre pour moi, c'est les descriptions qui sont, bon, plus complexes que... Parce que, bon, moi, je viens de lire Brandon Sanderson et Robert Jordan, qui sont des auteurs qui écrivent beaucoup de pages, mais au fond, leur style d'écriture sont très accessibles. Ce livre-là, c'est un peu plus complexe, les descriptions. Certains mots sont moins usuels dans la langue anglaise, donc il fallait que je les cherche. Mais le vocabulaire est précis et donc ça crée une atmosphère réaliste. L'ambiance est vive et les paysages que ça dépeint sont réalistes. John Gwynne est bon pour nous faire découvrir le paysage à travers les yeux des personnages et c'est fait de façon naturelle. On va le découvrir en même temps que le personnage qui se promène dans la ville et donc ça donne une sensation d'y être vraiment. Donc l'écriture, c'est un point très positif du livre. Certaines tournures de phrases sont très nordiques, étrangement. Donc, dans le livre, au lieu de dire mind, donc esprit, ils disent thought cage, qui est un peu comme cage à penser. Et je sais pas pourquoi, je pourrais pas identifier pourquoi, mais ce vocabulaire-là, ça fait scandinave. Je suis jamais allé en Scandinavie, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ça ajoute à l'univers nordique et aride du livre. Les métaphores aussi sont froides, mais ajoutent au réalisme. À un certain moment donné, on parle que le personnage est attiré par quelque chose comme, bon, les corbeaux sont attirés par un cadavre. Tu sais, l'image est quand même dure, mais ça ajoute à la complexité de l'œuvre. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de légendes. Les événements de la bataille des dieux se sont passés, à ma mémoire, environ 300 ans avant les événements du livre. Donc c'est assez récent. Il y a beaucoup de sagas qu'ils appellent, donc disons d'histoires, de légendes. Et pour une raison obscure, certaines de ces légendes-là semblent plus invraisemblables pour les gens de l'univers. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que, en fait, ce que je veux dire, dans un univers où les légendes sont, on peut dire, vraies, parce qu'il y a littéralement des reliques qui existent des dieux, c'est difficile de comprendre pourquoi certaines parties de ces légendes-là, les gens y croient pas. Par exemple, il y avait un dieu dragon. Et pour une raison obscure, les gens disent « Ah, mais non, mais cette partie-là de la saga, ça existe pas. Là. Moi, j'ai jamais vu de personne teintée par le dieu dragon. Bon, divulgachi, faites attention à vous. Il y a un dragon sur la couverture. C'est pas pour rien. C'est comme un comportement qui est assez généralisé, mais qui n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais bon, ça existe dans le livre. L'action du livre est très bien écrite, c'est vif, c'est clair, on a l'impression d'y être, on a des poussées d'adrénaline, tout comme les personnages dans le livre qui vivent l'action pour vrai. Moi, je n'ai pas lu encore énormément de fantasy, mais je trouve que John Gwynne, c'est peut-être lui qui est capable d'écrire l'action de la manière la plus réaliste possible. J'ai lu qu'il faisait des grandeurs nature ou des simulations de batailles nordiques, donc ça peut aider ça. Il comprend comment on se sent dans une bataille s'il en fait dans son temps libre. Mais ce que ça veut dire, cette action vive-là, c'est que c'est très graphique, c'est très gore. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Mais si parler de bouts de crâne qui revolent un peu partout, de mâchoires disloquées, si ça vous écœure, peut-être que ce livre n'est pas fait pour vous parce qu'il y a beaucoup d'action et elle est assez graphique. Mais si ça vous fait pas peur, je vous le conseille beaucoup parce que c'est... Les personnages du livre ne sont vraiment pas parfaits et on le sait dès le début, mais on s'y attache quand même. Bonjour, ici Antoine du montage. Par personnage pas parfait, je veux pas dire qu'ils sont mal écrits, je veux dire qu'ils tuent des gens. Ok, les ennemis de ces personnages-là, on les déteste profondément, mais ils sont haïssables. Ah, aussi, il y a du sexe.
J'en parle parce que c'est juste que avant récemment, j'étais pas habitué à lire des livres dans lesquels on parlait de ces choses-là. Maintenant, je me rends compte que ça change pas grand-chose à l'histoire. C'est assez neutre comme information, mais voilà, maintenant vous le savez. Donc, peut-être que ça peut vous convaincre de le lire ou vous en éloigner, mais je mets ça sur la table. Ça me fait rire parce que j'ai écouté une vidéo de Murphy Napier récemment dans laquelle elle parlait que dans les livres, les auteurs aiment beaucoup le mot undulating, disons ondulant. Moi, je la croyais pas. J'étais comme, bah, peut-être dans les livres que elle lit. Mais moi, j'ai jamais lu ça, ce mot-là dans les livres. Mais après avoir écouté la vidéo, j'ai vu au moins 2 fois le mot undulating dans ce livre-là. Et puis, ça me fait bien rire. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo en description parce que vous irez la voir par vous-même. Ça va changer votre vie de lecteur. Conclusion de ce review incroyable sur The Shadow of the Gods. Les points positifs, si je fais un récapitulatif rapide. Premièrement, il y a l'univers qui est riche, réaliste, revigorant pour ma part, parce que moi, c'était mon premier livre qui se passait dans un univers scandinave que je lisais, et donc c'était un univers qui était nouveau pour moi, et même si c'est froid et sombre, c'était une lecture très agréable, c'était revigorant, ça change de ce que je lis normalement. Deuxième point positif, il y a l'action qui est définitivement présente, on ne s'ennuie pas en lisant ça. Et elle est excitante. Autre point positif, bon, les personnages qui sont humains, qui sont résilients malgré l'univers aride et froid, qui sont attachants. Les points négatifs, personnellement, j'en ai pas vraiment remarqué. Donc, j'ai envie de dire bravo John, bravo John, bravo John. La note que je donne est manger des dents sur 10. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne, à me raconter votre journée en commentaire. Moi, je vais aller lire le 3e livre de la série The Wheel of Time, Dragon Reborn. Salut!